Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On se lève le matin avec Philippe David séparément, bien entendu, en se disant ce soir, on va retrouver nos vraies voix, nos auditeurs, voilà, nos sujets, nos discussions, nos débats, nos opinions avec cette plateforme magnifique. Est-ce que vous rêvez d'eux ? Je rêve de... Oh, ça m'est arrivé. Les œufs, tu veux dire? Non, les vraies voix. EUX, d'accord. Oui, non. Et est-ce que vous comme schmardez sur... Non plus. Mais, alors peut-être qu'on a fait à un moment donné un rêve érotique avec l'un d'eux, mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. Voilà, je suis désolée. Vous avez le pire des sentiments pour nous, l'indifférence. J'aime beaucoup quand elle dit on retrouve nos sujets. Tu sais pas de quoi, vous savez pas de quoi elle parle? Des sujets d'actualité ou ces sujets en tant que reine de France? C'est un grand point d'interrogation chez la Minibus pour moi. Je trouve ça tellement chic le mot je retrouve mes sujets. Je trouve ça tellement joli. Mais non, je parlais de l'actualité, Françoise. Bien sûr. En tout cas, 0826 300 300, vous êtes bienvenus sur cette plateforme de débat et d'opinion. On est ravis de vous retrouver au sommaire de cette émission. On va revenir sur Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est en déplacement à Marseille. Aujourd'hui, face à la violence de la guerre des gangs, il a annoncé la création d'une nouvelle unité spéciale sur le modèle de la CR8 pour lutter contre les trafics de stupéfiants qui gangrènent les villes, Philippe. Oui, ce matin, une femme de 24 ans qui était dans un quartier pas dangereux chez elle est morte après avoir reçu une balle de Kalachnikov en pleine face. Alors on se pose cette question, est-ce que vous êtes touché dans votre quotidien par le trafic de drogue? Est-ce qu'il y a un point de deal à côté de chez vous et que les pouvoirs publics laissent faire pour acheter la paix sociale? Ou en allant au travail, est-ce qu'on vous sollicite vos enfants devant leur lycée? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et à cette question, êtes-vous touché au quotidien par le trafic de drogue? Vous dites non pour l'instant à 74%. Et puis notre émission ne s'arrête pas là puisque c'est le coup de projecteur des vraies voix. Un débat à 18h30 et on va revenir sur cette enquête réalisée par l'IFOP fiducial pour Sud Radio. Les mesures annoncées par Gabriel Attal en prévision de la rentrée scolaire semblent avoir touché et ou trouvé un écho favorable auprès des Français, avec 48% des sondés exprimant une opinion positive à l'égard du ministre de l'Éducation nationale, Philippe. Oui, on ne déflore pas tout le reste du baromètre IFOP, mais c'est lui qui obtient la plus forte progression. Et on vous pose cette question, Gabriel Attal est-il le nouvel homme fort de la majorité puisqu'il a fait une très grosse progression? On ne vous dit pas à quel niveau il arrive, mais c'est très haut. Ou est-ce que pour vous, c'est le début de règlement de compte à Hockey Renaissance et Horizon parce que les ambitions présidentielles, sachant qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, vont mettre tout le monde face à responsabilité? On vous attend, encore et toujours, au 0826 300 300. Et donc Gabriel Attal est-il le nouvel homme fort de la majorité? C'est ce que notre question Twitter, vous dites non à 82%. On a envie de vous entendre, 0826 300 300. Bienvenue à tous, c'est les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Et donc vous les avez entendus ricaner pour les unes. Non, j'adore la façon qu'on a de lancer Gabriel Attal comme une savonnette. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et LCI. Bonsoir Françoise Degois. Bonsoir ma chère Cécile de Minibus. Bonsoir mon cher Philippe David. Vous avez dit de minibus, ça me va très bien. Ça me va très bien. Non, vous avez bus, oui. On vérifiera. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Président de l'Institut de la Parole, et puis Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant, est avec nous. Bonsoir. Merci Mickaël, beaucoup. comment ça va pour cette rentrée? Ça va. J'ai déjà perdu mon bronzage, mais ça va. Oh non, ça va. Non, Encore en un peu. revanche, des vacances, vous avez déjà les valises sous les yeux, mais ça va. Elles sont tellement grandes qu'il va voir une Elle est très surcharge aimable en bagage. fait, c'est sa caractéristique. 17h07, ça commence. C'est la hacheuse, on l'appelle. Elle tacle quand elle aime. Ouais, Exactement. c'est vrai. Non, mais elle nous aide pas beaucoup alors. Mais j'arrête pas. Elle est toujours gentille avec nous, c'est bizarre. Philippe Bilger, interrogez-vous. C'est de l'amour, voire de la rage parfois. Mais en tout cas, on est ravis de vous retrouver. Et dans un instant, notre auditeur Baptiste sera avec nous en direct de Boulogne-Billancourt. En attendant, écoutez le répondeur du jour au 0826 300 300. Oui, bonjour, Chantal à Montbourguet. Alors moi, je propose 50% de TVA sur les produits de luxe et 5% sur la nourriture. C'est juste comme ça, une idée. C'est bon, c'est un peu au hasard, mais pourquoi pas, hein?
Eh ben pourquoi pas, Chantal, Philippe Bilger. On est déjà à 5% sur la nourriture, c'est 5,5. Hein. Le tout, ça n'est pas que les classes modestes vivent mieux, mais il faut surtout que les gens qui ont de l'argent en bavent. C'est un peu ça. Ouais, peut-être. Non, mais Françoise de Gois. l'idée est bien, parce que je voulais juste Elle est te peut-être dire... un peu démesurée, mais... Voilà, on est déjà à Qu'est-ce qu'un 5,5. produit de luxe? Oui, On est voilà. déjà à 5,5 sur les produits alimentaires, donc je pense que la suppression de la TVA sur les produits alimentaires serait formidable. Raymond Barre l'avait déjà fait. Et après 50% sur les produits de luxe, ça me paraît un peu énorme, mais pourquoi pas, effectivement, une taxe spéciale dans ce moment de crise. Oui. Mickaël Sadoun. Écoutez, dans les pays où ça a été fait, Quand on en commence général, par écouter, c'est pas bon signe. Non, mais en général, dans les pays où ça a été appliqué, la diminution de la TVA a été une mesure inflationniste, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises récupèrent de la marge. Bah oui. Là, on a baissé la TVA. Donc, en général, c'est inutile. Je comprends qu'on ait ce sentiment spontanément, mais Après, c'est concrètement, psychologique. ça n'a pas beaucoup marché. Allez, 0826 300 300, direction Boulogne-Billancourt en Ile-de-France avec notre auditeur Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Comment ça va Baptiste? Bah, ça va pas fort. Et le fait de vous parler atténue à peine l'agacement, voire la colère que j'ai depuis quelques jours. Allez, on vous écoute. Mais en fait, je me suis baladé sur Twitter en fin de journée dimanche et je suis tombé sur un tweet du président de la République qui disait, en gros, on voit naître un discours qui dit qu'on pourrait continuer à extraire du pétrole tout en réussissant la transition énergétique. C'est faux. Voilà, c'est ça qui tweetait. Et ça m'agace parce que je me demande à quel point il peut être schizophrène d'écrire un tweet comme ça quand on sait tout ce qu'il fait, ou en l'occurrence tout ce qu'il fait pas pour réduire notre dépendance au pétrole et aux énergies fossiles de manière générale. Voilà. Donc, je rappelle la Convention citoyenne, dont les conclusions ont été dégagées d'un revers de main. Je rappelle qu'il y a quelques mois, il demandait une pause des réglementations européennes pour toutes les normes environnementales. C'est irresponsable pour vous? Mais on est au-delà de l'irresponsabilité, parce qu'en fait, là, maintenant, si on peut même plus compter sur nos dirigeants pour prendre conscience de la gravité de la situation, on sort d'une semaine à plus de 32 degrés en permanence à Paris au début du mois de septembre. Donc je sais pas, moi j'ai que 38 ans, donc j'ai pas énormément de recul, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui déconne. Donc si on peut pas compter sur nos dirigeants et nos responsables politiques pour prendre conscience de la gravité de la situation, en fait je me demande où on va. Est-ce que c'est pas, Baptiste François, est-ce que c'est pas le en même temps? On dit qu'on peut continuer avec le pétrole, c'est irresponsable, mais on signe des traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande ou l'Amérique latine. Je suis d'accord, mais je pense qu'Emmanuel Macron, malheureusement, votre coup de gueule est tout à fait justifié. Nous allons directement dans le précipice, on roule à tombeau ouvert et tout le monde s'en fout. Emmanuel Macron n'est pas le seul dirigeant des grands pays à se pratiquer les atermoiements sur ce sujet. Il faudrait prendre des mesures radicales. Quand l'ONU dit nous sommes arrivés à l'effondrement climatique, on peut l'entendre. Quand les copains qui sont au Groenland, les journalistes, moi que j'ai en Finlande, qui me disent on entend les glaciers pleurer parce qu'ils fondent, on dit les glaciers font un bruit, ils pleurent parce qu'ils fondent. Quand on voit ce qui nous arrive, évidemment, moi je veux bien. J'entendais l'autre jour Thomas Ménage, le député Rassemblement National, disant oh mais le GIEC exagère. Mais voilà, Emmanuel Macron, malheureusement pour nous tous, n'est pas un dirigeant. Il est un dirigeant parmi tant d'autres là-dessus. Merci beaucoup. Si je peux juste ajouter, c'était aussi un coup de gueule qui aurait pu être poussé auprès d'un autre président de la République, un ancien cette fois, mais le passage de Nicolas Sarkozy la semaine dernière dans cet avou, il est hallucinant de déconnexion. Sur le dérèglement climatique et sur ce qu'il faut faire, mais là on a un discours qui était même plus tenu il y a 20 ans quoi. La différence c'est tant que Sarkozy a maintenu le nucléaire, mais bon. Voilà. C'est le discours commun. Les amis, pardon, parce que non, on est très en retard. Baptiste, vous restez avec nous parce que vous êtes notre vraie voix. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. On parle de quoi, Philippe Bilger? On parle de Gabriel Attal. Justement, ça tombe bien parce qu'on a un dossier sur lui à 18h30. À tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Vous avez demandé du débat, de l'échange, des opinions totalement différentes. Et je peux vous assurer que ces trois-là, en face de nous, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degaut, éditorialiste Sud Radio LCI, et Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant, ils ne sont pas du tout sur la même ligne. Il y a un bloc, il y a deux contre un. Il y a le gros bloc réactionnaire par là. Je vais jusqu'à Philippe David, je vous mets pas dedans. Mais je suis très flatté d'être dans le bloc de Philippe Bilger. Moi, je suis très flatté d'être dans mon bloc. Le progressisme. J'aime bien être assez réactionnaire avec vous de temps en temps, mon cher. Allez, les questions du jour. Êtes-vous touché dans votre quotidien par le trafic de drogue? Pour l'instant, vous dites non à 76%. Et Gabriel Attal est-il le nouvel homme fort de la majorité? C'est non aussi à 84%. Et dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. On parle de quoi? Inceste, famine et vin. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, contrairement à ce qu'avait promis Gabriel Attal, il n'y a pas un prof devant chaque élève, il manque un enseignant dans 48% du secondaire. A-t-il menti de bonne foi? C'est la question que vous voulez poser. Je suis impatient de répondre tout à l'heure à l'excellente question que va proposer Sud Radio. Est-il le nouvel homme fort? Parce que le paradoxe fait que peut-être aujourd'hui, avec cette promesse non tenue, il y a la première pierre sérieuse dans un jardin qui jusqu'à maintenant a été, me semble-t-il, impeccable, surtout par rapport aux prédécesseurs. Mais est-ce que c'est inévitable de ne pas tenir ses promesses? Est-ce que c'est un quoi qu'on aurait pu éviter? Ou est-ce qu'il y a une sorte de fatalité presque structurelle dans l'éducation nationale qui conduit à prendre des engagements et à ne pas pouvoir les tenir? Est-ce qu'on est de bonne foi lorsqu'on le propose, ou est-ce que malheureusement on propose quelque chose pour plaire aux citoyens, mais est-ce qu'on sait que c'est irréalisable? Ça me pose un problème pour Gabriel Attal que j'aime bien. Les deux peut-être, Françoise Degaut. Oui, les deux, ma colonel. Par ailleurs, la baya masquée qui a concerné 67 cas, je le rappelle, polémiques. Tant que ça, 67 cas sur 12 millions d'élèves. Je pense qu'il y a une maladie chronique de l'éducation nationale et Emmanuel Macron, Emmanuel Attal. Vous voyez un petit peu le parallèle que je fais. Gabriel Attal ne peut pas régler. Il y a un élève aujourd'hui, vous savez, dans cette rentrée, handicapé sur 4 qui ne peut pas être scolarisé. Oui. 1 sur 4. Vous avez 3000 professeurs qui manquent pour passer le concours des écoles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans une forme de gabegie générale, à la limite qui manque un professeur dans 48% d'établissements. Je veux dire, quelque part, c'est le moindre mal. Gabriel Attal ne fera pas de miracle. Et c'est à même se demander si Emmanuel Macron ne l'a pas mis là strictement pour bien le sacrifier jusqu'en 2027 et bien se faire plumer. La stratégie politique. Je pense que vraiment, oui, il y a de ça. Stratégie contre toute attente, moi je suis assez d'accord avec Françoise Degaut. Je trouve que le sujet on prend une photo, bougez pas. On prend une photo, bougez pas. Je trouve que le sujet de la baya a occulté les problèmes majoritaires de l'école et on en parlera tout à l'heure. Concernant ce que Philippe Bilger a dit, je crois que ça rejoint en fait une chronique qu'il avait faite la dernière fois sur l'effet d'annonce en politique et l'incohérence avec l'action politique. Je crois qu'aujourd'hui, les responsables politiques se font bouffer par la nécessité d'annonces rapides, alors qu'ils ont devant eux des chantiers qui se réalisent sur 10 ou 15 ans. Dans l'éducation, il y a quelque chose de structurel qui fait que les résultats ne seront visibles que dans 5 ou 10 ans, si on prend les mesures efficaces aujourd'hui. Lorsqu'il le promet, pardon Cécile, il sait que ça n'est pas réalisable, c'était ça mon cher. Bien sûr, évidemment qu'il le sait droit dans les yeux, c'est un mini Macron, vous savez, avec tous les défauts sans les qualités, vous voyez. Tout de suite, 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Allez-y. Et les 3 mots? 3 mots, inceste, famine et vin. Une campagne nationale contre les violences sexuelles sur les enfants. C'est une première en France. 160 000 enfants victimes d'inceste chaque année selon les estimations des experts. 24 millions de personnes au bord de la famine. Avertissement du programme alimentaire mondial. Les besoins en aide alimentaire augmentent alors que les financements de l'agence onusienne baissent pour la première fois. Et puis une rivière rouge, un torrent de vin dans un village du Portugal. 2 cuves ont éclaté dans une distillerie, lâchant 2 millions de litres de vin rouge dans la nature. Les vraies voix Sud Radio. C'est la première fois qu'une campagne nationale officielle est dédiée à ce sujet, l'inceste. 160 000 enfants seraient victimes chaque année, selon les experts. Une personne sur 10 y aurait été confrontée. Alors dès aujourd'hui, l'État lance une campagne avec des affiches et des spots comme celui-ci. Il m'a dit, c'est nos 3 petits secrets, rien qu'à nous 2. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les 2.
Ce soir, c'est lui qui vient me garder. Et j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est le secret. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. La secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel, a rendu visite tout à l'heure au service national d'écoute, la ligne 119 enfance. À ses côtés se trouvait notamment Muriel Robin, l'affiche d'un téléfilm, Les yeux grands fermés, téléfilm qui sera diffusé sur TF1 début octobre. Longtemps tabou, ce sujet fait l'objet comme ça de plusieurs livres et de plusieurs films aussi à sortir en cette rentrée. Françoise de Gouave. Je voudrais, au-delà d'inceste, ça me bouleverse, ça me brise le cœur, tout ce que raconte. Et puis ce spot est très bien fait parce qu'on sent vraiment cet enfant, c'est vraiment formidable. C'est dur. S'il vous plaît, si vous avez un livre à lire en cette rentrée littéraire, lisez Triste Tigre de Neige Sino. C'est probablement le plus grand livre aujourd'hui qui a été écrit sur l'inceste. On connaissait Christine Angot. Les 10 premières pages de ce livre sont insoutenables. C'est l'événement littéraire. Beaucoup de gens pensent qu'elle peut avoir le Goncourt, mais on s'en fiche de ça. Si vous voulez lire quelque chose de très puissant, je fais vraiment... c'est quasiment sociologique, c'est de la littérature sociologique. Voilà, pour bien réaliser qu'est-ce que c'est l'inceste, elle-même ayant été victime Neige Sino, d'inceste. C'est un très très grand roman. Bilger. J'ai confiance dans le jugement littéraire et judiciaire de Françoise. Je n'aurais pas été naturellement lire ce livre de Christine Angot. Mais moi, ça c'est Neige Sino. Vous allez, ça va mais vous prendre. Je suis frappé de voir à quel point parfois ces causes infiniment graves. Je ne suis pas persuadé toujours que la manière de les rendre sensibles auprès du citoyen soit la bonne. Je n'ai pas vu en l'occurrence, mais j'ai toujours peur que paradoxalement, par un mécanisme pervers, on mette dans la tête des gens ce qu'on veut détruire. J'ai toujours peur de ça. Ah oui. Mickaël Sadoun, c'est intéressant. Le pire des crimes qui existe, l'inceste. C'est immonde, ça me laisse sans voix et les chiffres d'ailleurs m'étonnent énormément, c'est vraiment massif. On se demande toujours comment politiquement on peut lutter contre, parce que ce qui se passe malheureusement dans l'intimité des familles, on se demande toujours comment agir contre. Et voilà, je ne peux pas ajouter plus. Je vous rappelle que le numéro c'est le 119 pour les enfants en danger, et puis il y a un autre numéro de téléphone qu'on vous donnera à toute personne qui aujourd'hui ont un problème, qui veulent se faire soigner. Il y a aussi un numéro de téléphone, c'est important de le dire aussi, on va le retrouver, on va vous le donner. Deuxième mot, la famine qui guette 24 millions de personnes selon le programme alimentaire mondial. Il semble loin le temps où cette agence onusienne se réjouissait après avoir obtenu le prix Nobel de la paix. C'était en 2020. You won it. It's all of us. Thank y'all. I am delighted by the decision of the Nobel Committee to award this year's Nobel Peace Prize to the United Nations World Food Programme. Honoré d'avoir obtenu ce prix Nobel, mais 3 ans après ça, le programme alimentaire mondial prévient dans un communiqué le manque d'argent le force à réduire ses rations et ça pourrait pousser 24 millions de personnes supplémentaires au bord de la famine. L'agence onusienne explique avoir du mal à répondre aux besoins mondiaux. En plus de ça, elle est confrontée à un déficit de financement de plus de 60% cette année. Autrement dit, les besoins augmentent alors que le programme alimentaire mondial voit son budget baisser pour la première fois de son histoire. Pour une réponse très courte, est-ce que c'est pas un fantasme de sortir de l'agriculture intensive, sachant que 20 millions de personnes risquent de mourir de faim? Je crois pas, je pensais pas un fantasme, une réponse très courte. Vous avez aujourd'hui 30% des richesses de la planète qui sont perdues, notamment en Afrique, parce qu'on peut pas récolter et conserver. Donc commencerons par ça. Troisième mot, vin. 2 millions de litres de vin rouge ont coulé à flot dans un village du Portugal. Ouais, imaginez comme une rivière, un torrent de vin rouge en plein milieu de ce petit village San Lorenzo de Belro. Au bout du fond, il y avait Philippe David. Il se baladait par là. Je pense qu'il va réserver ça. 2 cuves ont éclaté dans une distillerie. Ça a provoqué cette scène impressionnante. C'était pas juste un doigt, comme on dit. On imagine que ça a dû déboucher les narines du brave monsieur qu'on entend filmer juste au-dessus. L'entreprise promet de tout nettoyer à ses frais dans le village. Notez qu'une cave a été endommagée, remplie de vin, mais pas en bouteille. Dommage, c'est moins pratique. Pas plus haut que le bord, comme on dit. Cette distillerie portugaise assure aussi avoir pu récupérer le vin en contrebas pour l'envoyer vers une station d'épuration avant qu'il n'atteigne la rivière voisine,
car effectivement il y avait un gros risque de pollution. Les poissons n'auraient pas forcément trop apprécié. Merci beaucoup Félix. Mathieu, vous restez avec nous dans quelques instants, le grand débat du jour, puisque aujourd'hui Gérald Darmanin est en visite à Marseille. Il a réagi avec fermeté à l'escalade de la violence liée à la guerre des gangs. Il a annoncé donc une nouvelle unité spéciale qui ressemble à la CR8. Notre invité est avec nous, Michel Gandillon, expert associé auprès du département sécurité de défense du CNAM. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes avec nous, Michel Gandillon ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Petite question, avant de faire une petite pause. Le trafic de drogue n'est plus forcément l'apanage des grandes villes ? Oui, absolument. Aujourd'hui, le trafic de drogue se développe dans les villes moyennes, mais dans les zones rurales aussi. Il y a énormément de trafic de drogue et tout ça est logique compte tenu du fort développement de la demande de drogue dans la société française. Restez avec nous, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez témoigner? Est-ce que vous avez affaire à la drogue dans votre quotidien? On vous attend au standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver, chers amis, avec Philippe Bilger, aujourd'hui président de l'Institut de la Parole. Ça va, mon Philippe? En pleine forme. Mais ça se voit, je vois. Vous êtes remonté comme une pendule. Françoise Degault est avec nous aussi, éditorialiste Sud Radio. J'adore, c'est toujours le bonheur avec Philippe Bilger parce que je peux parler des livres. Voilà. Et je réitère notre demande à la direction. Nous voudrions faire une émission de livres. Même à 3h du matin. Vous avez demandé, la police, ne quittez pas. Voilà, même à 4h du matin, on viendrait. Mon Bilger. Oui, absolument. Mon Bilger, c'est mignon. Mickaël Sadoun est avec nous. C'est en un seul mot, parfois. Et consultant. Et pourtant, à 4h du matin, on ne pense pas à ça tout de suite, Philippe Bilger. Vous êtes tout à fait désagréable. Vraiment. Non, quelle émission. Et vous pouvez bien entendu réagir au 0826 300 300. Vous êtes chez vous aussi, c'est votre maison, c'est Sud Radio. Et on vous accueille avec bonheur. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Manifestement, il s'agit d'une victime collatérale de règlement de compte ou de reconquête de points de deal dans un quartier. Elle subit la loi des dealers au quotidien, des gens qui l'empêchent de rentrer chez elle, qui vont la tyranniser au quotidien. Elle est chez elle, elle est rentrée à son domicile et elle meurt d'une balle perdue. On peut être tranquille dans sa chambre, en train de bouquiner et paf, et c'est la fin. Les civils dans cette histoire-là, c'est comme à la guerre, ce sont les victimes. Pour lutter contre l'insécurité de manière générale, la mère des batailles, c'est le trafic de drogue. Mais c'est pas assez. Il est évident que c'est pas assez. Et donc le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est aujourd'hui donc en déplacement à Marseille et face à cette violence de la guerre des gangs, il a annoncé la création d'une nouvelle unité spéciale sur le modèle de la CR8 pour lutter contre les trafics de stupéfiants qui gangrènent cette ville, Philippe. Oui, et d'ailleurs ce matin, nouvelle tragédie, une nouvelle victime collatérale. On se souvient de cette femme qui a été morte devant une épicerie dans sa voiture par une balle perdue. C'est une jeune femme de 24 ans qui est morte chez elle d'une balle de Kalachnikov perdue. Et pas dans un quartier sensible. Alors, est-ce que vous vous êtes touché dans votre quotidien par le trafic de drogue, même dans des quartiers plutôt cossus, où il y a ce qu'on appelle maintenant les Uber Sheets, vous me passerez l'expression, c'est-à-dire les livreurs de drogue qui viennent sur leur vélo. Venez témoigner, on vous attend au 0826 300 300. Et l'un de nos auditeurs nous dit, Mufi Sport me dit, je suis pour une fois tous les 15 jours en moyenne dans un lieu où les dealers sont placés tous les 50 mètres. Pour en parler, aujourd'hui notre intervenant et surtout notre expert qui est avec nous, Michel Gandillon, expert associé auprès du département sécurité défense du CNAM et auteur de Drugstore, drogue illicite et trafic en France, publié aux éditions du CERF. Bonsoir, merci d'être avec nous, Philippe. Cette guerre des gangs, finalement, qui rentre dans les territoires alors que c'était ce qu'on disait l'apanage des villes. Je voudrais répondre à la question posée par Sud Radio. En ce qui concerne la lutte officielle contre la drogue et le trafic de drogue, je ne vois pas ce qui me permettrait de douter de la bonne volonté et parfois même de l'efficacité de Gérald Darmanin. Il crée de nouveaux services, peut-être a-t-il raison, mais je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs et bien sûr de notre invité sur le fait que de plus en plus on me parle, même à Paris, de résidences dans lesquelles les gens qui y habitent vivent, pardon d'utiliser des grands mots, l'enfer. Par exemple, j'ai dans la tête un exemple où des gens sont tous les jours confrontés
à du crack, des gens qui font du trafic, les policiers viennent, ils ne peuvent rien faire, et peu à peu, j'ai l'impression que cette quotidienneté est envahie par des malfaisances contre lesquelles les gens ne peuvent rien. Et je pense que c'est un peu la question qu'a légitimement posée Sud Radio. Vous avez entendu Philippe Bilger, tiens, vous avez habité à côté de la colline du Crac, par exemple, ou à côté du Jardin des Halles, vous avez déménagé parce que vous n'en pouviez plus. Appelez-nous au 0826 300 300. On n'est pas obligé d'habiter à côté de la colline du Crac. Hein. Moi, dans mon immeuble, il y a un Airbnb qui loue à des trafiquants de drogue. Donc, Françoise Degois. Moi, d'abord, un mot. Encore une fois, c'est comme pour l'inceste, je suis bouleversée par le sort de cette jeune fille. Vraiment, ça me fait mal. Je pense à sa famille. Ans. Non, mais imaginez les parents. Imaginez les amis. Il y a quelque chose de traumatique dans cette histoire. Deuxième point, comment les Kalachnikov peuvent circuler comme ça dans les villes de France? Ça, c'est un vrai sujet. Comment peut-on faire pour s'attaquer réellement au trafic d'armes? Une Kalachnikov, ça perce des murs, ça perce des doubles vitrages, ça perce des portes. Donc déjà, il y a presque quelque chose qui est technique. Le troisième point, moi, je n'en veux pas du tout, pour le coup, à Gérald Darmanin. J'ai bien aimé son discours sur la responsabilité des gens qui utilisent. Je dis pas les gens qui sont complètement défoncés au crack et qu'on croise tous, y compris dans les beaux quartiers de Paris. Je parle des gens qui fument pendant les soirées, qui prennent de la coke, etc. Eh bien, ils ont une responsabilité fondamentale. Ils alimentent eux-mêmes ce trafic-là. Ils font partie, finalement, de cette grande mécanique qu'on appelle la mafia. Et moi, je pense que c'est très bien que Gérald Darmanin appuie là-dessus dans son discours aujourd'hui. Dernier point, peut-être vous allez hurler, est-ce qu'il n'est pas temps de décider qu'on se pose tous, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, et on discute calmement sur la question du cannabis et de la légalisation. Qu'on en discute calmement, voilà. Parce que finalement, personne n'a une idée précise sur cette question. Mickaël Sadoun et ensuite Michel Gandillon. Moi, je suis d'accord, on pourrait en discuter calmement, mais je suis plutôt contre la légalisation du cannabis parce qu'il me semble qu'au-delà des enjeux sociaux et économiques, c'est vraiment une question de santé publique et je suis pas sûr que les trafiquants se reporteraient pas vers des drogues toujours plus poussées pour générer du trafic. On ne sait pas, justement, ça vaut le coup d'en parler. C'est vrai, mais les exemples sont un peu différents aux États-Unis. Ouais, mais l'Allemagne vient de s'y mettre. On verra les résultats que ça donnera. Bon, le trafic est ancien. Ce qui est exclusif, c'est qu'il y a une extension dans le recrutement des dealers, que évidemment le blocage de certains mécanismes et de l'ascenseur social fait que le trafic de drogue devient de plus en plus attractif et qu'aujourd'hui il emploie 200 000 personnes en France, ce qui est énormissime. Et la préfète des Bouches-du-Rhône avait même parlé d'un risque qui pèse sérieusement sur la République. Donc la France se transforme dans certains quartiers en espèces de narco-États. Il y a des espèces de micro-narco-États en fait qui sont en train de se développer. Et moi je pense que ça doit aussi passer par la répression. On a une législation qui existe, mais qui est, à mon sens, trop peu appliquée. Et le sentiment d'impunité est tel que les trafiquants et les dealers affichent les prix et les différentes drogues dans les cages d'escalier. Dans les cages d'escalier, en bas des immeubles. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on n'en fait pas assez du côté de la répression. Michel Gandillon, vous êtes expert associé auprès du département sécurité défense du CNAM, auteur de Drugstore, drogues illicites et trafic en France, publié aux éditions du CERF. C'est une pieuvre, le trafic de drogue. Hier, on avait un autre auditeur du jour, il était du Lot-et-Garonne. Il disait que même dans des petites villes du Lot-et-Garonne, il y avait du trafic de drogue. Oui, comme je vous l'ai dit, le trafic de drogue, le marché des drogues en France s'est beaucoup développé depuis une vingtaine d'années, avec une très forte augmentation de la demande, notamment en cannabis et surtout en cocaïne d'ailleurs. C'est la demande de cocaïne qui se développe le plus en France depuis 20 ans, avec une multiplication par 5 des prévalences de consommation. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de légalisation du cannabis, mais il faut savoir que aujourd'hui, dans les cités, depuis une dizaine d'années, on vend de plus en plus de cocaïne à côté de résine de cannabis ou d'herbes de cannabis. Et que probablement aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse que le premier marché en termes monétaires, en une centaine de millions d'euros, et le marché de la cocaïne. Donc la légalisation du cannabis, quel que soit le modèle qu'on adopte, ne résoudrait pas tout, puisqu'il y aurait encore la cocaïne. Et puis il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est passionnant d'observer ce qui se passe aux États-Unis, malgré effectivement les différences entre les vingtaines d'États qui ont légalisé le cannabis à des fins récréatives. Il persiste malgré tout un marché noir, parce que les États taxent le cannabis.
parce que le cannabis donc est plus cher que sur le marché noir, donc il y a une marge de manœuvre pour les trafiquants pour continuer d'alimenter le marché noir. Donc la légalisation, à mon avis, ne résoudrait pas tout, loin de là. Françoise de Goua, Philippe Bilger. J'entends ce que vous dites, mais c'est important parce que vous donnez cet avis, Michel, je vous entends, hein, mais d'autres experts donnent d'autres avis avec des retours d'expérience. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on tranche? Je veux bien que ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça peut en régler une partie. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on fasse, j'ai horreur de ce mot, mais en tout cas, une grande convention interpartisane pour discuter de ce sujet et prendre une décision collective? Malgré tout. Alors, sur la question de la légalisation, je ne parle pas en l'air. C'est-à-dire que j'ai participé à des missions d'études. Je sais. Mais d'autres gens qui ne parlent pas. Au Colorado, dans l'État de Washington. Donc j'ai étudié de près la question et donc je vous prie de croire que ce que j'affirme. Non, mais d'autres gens qui sont tout aussi capés que vous ne disent pas ça. N'est pas complètement gratuit. Mais ce que je critique chez certains partisans de la légalisation, moi je ne suis pas contre la légalisation. Encore faudrait-il parler de quel type de légalisation on veut. Est-ce qu'on veut un modèle libéral à l'américaine où la commercialisation du cannabis est confiée à des entreprises dont la logique est de diffuser le cannabis dans la société américaine, ce sont des entreprises, donc elles sont là pour faire des profits, ou est-ce qu'il faut un monopole d'État? Bon, tout ça, c'est des questions importantes. Ce que je critique chez certains partisans de la légalisation, c'est qu'ils conçoivent la légalisation du cannabis comme un remède miracle. Or, sur la question du crime organisé, il y a une problématique très importante et capitale de l'existence d'un crime organisé qui se renforce d'année en année du fait du grossissement du marché des drogues. Cette lutte contre le crime organisé est une question spécifique qu'il faut traiter et qui est maltraitée en France depuis 40 ans et qu'il faut affronter. La légalisation du cannabis, c'est un des sous-aspects, mais c'est pas vraiment au cœur de la discussion. Bien sûr. Mais on a réussi, la France, la French Connection, quand même, on est capable de lutter contre le crime organisé. Absolument. Vous en êtes d'accord? C'est un très bon exemple que j'utilise dans mon livre. D'accord. En disant qu'effectivement, ces 50 dernières années, un des grands succès remportés contre le crime organisé en France a été le démantèlement des filières corso-marseillaises de l'héroïne. Et comment s'est fait cette lutte? Par le renforcement considérable de la réponse pénale. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi de 70, du 31 décembre 70, qui renforçait considérablement les peines pour production d'héroïne, puisque la région marseillaise était une des première région au monde à produire de l'héroïne qui alimentait le marché américain. Avant la loi de 70, les peines étaient relativement légères. Après 70, sous pression d'ailleurs de Nixon et des États-Unis, on a durci considérablement les peines. On est passé en gros, je crois, de 5 ans à 20 ans, voire 25 ans. Et ça a dissuadé beaucoup de membres de ces filières corso-marseillaises de s'investir dans ce trafic en pensant que le jeu n'en valait plus la chandelle et que les risques étaient trop grands. Michel Godillon. En espérant, Michel Godillon, demeurer dans le cadre du sujet, au fond, est-ce que ce qui rend parfois un peu désespérante la lutte contre le crime organisé, c'est que ceux qui consomment de la drogue, quelle qu'elle soit, je dirais, sont des psychologies ou des malades en ayant en permanence besoin. Est-ce qu'on peut lutter contre une appétence de cette nature qui est mondiale ? Alors, vous avez raison de souligner que la tendance est mondiale, ne touche pas bien sûr que la France. Il suffit de voir la situation en Europe où le marché de la cocaïne explose. Aujourd'hui, l'Europe est probablement est en train de dépasser les États-Unis en termes de marché de la cocaïne. Dans le monde, les consommations de drogue, de cannabis, de drogue de synthèse et d'opioïdes. Il y a la tragédie des opioïdes aux États-Unis qui a tué 700 000 personnes. Donc, c'est effectivement un problème mondial. Après, l'usage de drogue, c'est énormément diversifié. Vous avez toutes sortes de dimensions. Vous avez la dimension de l'addiction, où là, effectivement, ça ne sert à rien de culpabiliser les consommateurs dans la mesure où ils sont prisonniers, ils ont perdu leur liberté de s'abstenir.
Et puis, il y a effectivement la dimension récréative qu'on retrouve pour les drogues de synthèse comme l'ecstasy ou la cocaïne, où on le voit d'ailleurs, on le sait, les consommations ont lieu le samedi soir, c'est une consommation récréative. Michel, Michel, le sujet fait réagir au 0826 300 300. Et Baptiste qui est avec nous, qui veut réagir. Rebonsoir Baptiste. Rebonsoir Baptiste. Baptiste ? Ah, on n'entend pas Baptiste. Oui, pardon. Oui, Baptiste, on vous écoute. Non, ben moi je suis pas un expert comme vous sur le plateau. Simplement, j'ai une intuition de citoyen lambda. C'est que j'ai quand même l'impression qu'en ce qui concerne le trafic de drogue, on a quand même toujours les mêmes méthodes et les mêmes façons d'appréhender les choses. Et j'ai pas l'impression que ça ait eu des résultats fantastiques ces 40 dernières années, puisque la French Connection, ça remonte quand même à la fin des années 70. Oui. Non, fin des années 60, début des années 70. Ouais, bon, j'ai l'impression que ajouter des policiers, ajouter encore plus de réflexion, de répression. La France est le pays le plus répressif au monde. Il est aussi le pays qui compte le plus de personnes qui sont en prison à cause de trafic de stupéfiants type cannabis. Mais Baptiste, vous êtes touché par ça dans votre quotidien Non, absolument pas. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Moi, j'habite à Boulogne-Billancourt, je travaille à Paris. Ça n'empêche pas. Donc, je suis pas du tout concerné. Mais en fait, on a tous des amis de près ou de loin qui sont concernés par le trafic de drogue. Mais vous auriez pu en avoir en bas de chez vous, en bas de votre bureau, c'est ça que je veux dire. Mais vous avez est-ce que vous avez des amis qui sont des consommateurs récréatifs? Moi j'en ai pas dans mon entourage. Est-ce que vous en avez justement la drogue dont parle Michel Gandhi du samedi soir? Vous avez ça? Oui, bien sûr. Moi, j'en ai beaucoup autour de moi, y compris parmi ma famille. Donc, c'est vraiment. Je trouve que votre invité fait un procès un peu facile à ceux qui souhaitent la dépénalisation du cannabis, parce que j'ai quand même l'impression que partout où c'est fait, il a insisté beaucoup sur le trafic parallèle qui existe toujours. Baptiste. Oui, c'est vrai. Oui. Baptiste, on repart au 0826 300 300. Le sujet fait réagir direction Toulouse, donc bien loin de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir à tous et à toute l'équipe et aux invités. Bonsoir. J'ai pris le débat un peu en route. Alors, la problématique de la légalisation, je me la suis sûrement posée comme beaucoup de Français. Et je vous entends parler de la French Connection. Et je me rappelle aussi de l'époque de la prohibition, en tout cas dans les livres et dans le cinéma hollywoodien. Oui. Donc je n'ai pas trop d'avis sur la question, sachant que je ne suis pas compétent. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, moi j'ai 56 ans, j'ai 3 enfants, dont un de 27. Ce qui est sûr, c'est que déjà il y a 15 ans, devant tous les lycées toulousains et les LEP, lycée d'enseignement professionnel, vous pouviez acheter de la drogue. Ça, c'est une réalité. Mon fils est tombé en addiction sur du cannabis. Il a réussi à s'en sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une problématique. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une vraie sanction sur en tout cas les trafiquants. Je faisais le lien entre le trafic, ce qu'ils risquent et ce qu'ils ont. Je dirais comment aujourd'hui redynamiser, si vous voulez, la peine. Aujourd'hui, un chauffeur prend 100 € par jour, un appartement de nourrice, je ne sais pas combien, et le trafic de drogue en France, j'entendais ça, si c'est vrai, vous me corrigerez, pèse 5 milliards d'euros. Est-ce que la guerre n'est pas perdue? C'est pas en mettant des pauvres gendarmes et des pauvres policiers devant les lycées qu'on va y arriver. C'est une cause nationale où les parents, nous aussi, on a baissé les bras. On est co-responsable, à mon avis, de ces situations. Oui, vous avez raison. Vous avez raison de vous exprimer sur Sud Radio. Merci beaucoup, en tout cas, Baptiste. Merci Jérôme. Merci Michel Gandillon. Ça aurait mérité un grand débat, beaucoup plus long. Forcément, il y a tellement de choses à dire. Expert associé auprès du département sécurité défense du CNAM, auteur de Drugstore, drogue illicite et trafic en France, publié aux éditions de Serres. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous. Dans un instant, il va falloir éclairer un peu votre cerveau sur des questions importantes, puisque nos politiques parlent, vous retenez et ça vous permet de gagner au jeu du qui c'est qui l'a dit. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h et bienvenue sur Sud Radio.
Les amis, bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David. On vous accueille un peu, voilà, vous êtes chez vous, c'est votre maison, vous voulez nous parler, 0826 300 300, ils ont des choses à dire aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous, the famous Philippe Bilger, bien entendu, tout le monde en parle. The only one. Ah, ce serait si bien. Mais si, les gens me disent, tu travailles avec Philippe Bilger, mais c'est vrai en plus. Hein, c'est vrai. Tu travailles avec Cécile. C'est fou. Et elle est comment en vrai? Elle est nulle. Françoise Devois. Non, je dis elle est gentille. Voilà. Ah, bah, c'est pareil. Ouais, c'est pareil, elle est gentille. On l'aime bien. Elle est gentille, on l'aime bien au village. Françoise Devois, éditorialiste Sud Radio LCI, et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. On peut quand même dire aux auditeurs que c'est quand même les Thénardier, vous deux. Hein, parce que là, vous êtes très aimable, très sympathique, mais enfin, ce que vous nous réservez en coulisses, c'est très dur. Je trouve que votre propos est vraiment misérable. C'est beau. Allez, tout de suite on n'a pas le droit de faire de vin, on a dit. Comme Cosette. Non, moi c'est plutôt Jean Valjean. Excusez-moi, on a vu plus crédible. Allez, tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Baptiste est avec nous pour jouer au quiz de l'actu. Baptiste, alors vous connaissez la règle du jeu, vous êtes le premier à pouvoir répondre à nos questions. Et après, si vous ne donnez pas la bonne réponse, ce sont nos vraies voix qui s'y collent. Allez, question, qui c'est qui l'a dit? On n'engage pas un bras de fer avec des bras en mousse, surtout sur des sujets essentiels que sont le budget et l'immigration. Qui a dit ça? On en a même parlé ce matin sur Sud Radio dans l'interview politique. Oui. Dans l'interview politique. Ah oui. C'était pas l'invité, mais il a été cité. Oui. Et on a à un moment donné beaucoup parlé de lui. À l'époque de la motion de censure. Vous donnez votre langue au chat? C'était pas Marley? Non. Aurélien Pradier. Oui, bonne réponse de Françoise Devois. Il fallait donner une réponse. Aurélien Pradier, effectivement. À vous, Philippe. Il l'avait dit dans le... Baptiste. Vous l'aviez dit, Baptiste? Je l'ai dit au moins 2-3 fois. Ah bah alors le point est à Baptiste. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On n'a pas entendu. On vous entend pas très bien. Baptiste, parlez fort. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit au sujet du projet de loi sur l'immigration? Les Français ne supporteraient pas qu'on fasse semblant. Ce serait ouvrir un boulevard à Marine Le Pen. Baptiste. Ouais, j'ai pu dire ça. Marlex. Bonne réponse de Baptiste. C'est pas Pradier, c'est Marlex. Oh, si c'est pas Pradier, c'est Marlex. Il est drôle. Non, ça peut être Ciotti aussi. Attention les amis, qui c'est qui l'a dit au sujet de la loi immigration? On n'a pas le droit d'écarter la motion de censure si les gouvernements trichent avec les Français. Non, je n'ai pas peur de faire tomber ce gouvernement. Ah, je sais très bien, on le sait. Baptiste. C'est pas Marine Le Pen, ça, qui dit ça? Non, c'est Marlex. Non. Ah, c'est Ciotti. Non. Il y en a un autre. Bonne réponse de Philippe Bilger ce matin sur Sud Radio. Ça y est, on a fait tous les LR. Ça a été avec Jean-Jacques Bourdin ce matin. On change de chapelle. Baptiste, on vous entend mal. Vous avez une oreillette? Parce que je me suis énervé avec Pradier. Là. Qui c'est qui l'a dit? Je veille sur le prix du carburant comme le lait sur le feu. Oh, c'est bon. Baptiste. J'ai pas entendu le début. Je veille sur le prix du carburant comme le lait sur le feu. Bah, c'est le maire, ça. Voilà. Oui, on l'avait aussi. Comment il se la pète, Baptiste? Il est bon, il est bon. On a deviné qu'il était bon avant. Il est excellent. Baptiste, vous êtes en train de museler les vraies voix, ça me fait beaucoup rire. C'est vrai. Plaisir. Olivier Véran, merde, j'ai dit. On va poser la question suivante. Non, mais tu peux buzzer, buzz encore, Benoît. Pardon, parce que là, la réponse. Allez, Philippe. La suivante. Qui c'est qui l'a dit? Il y a une crise plus profonde que celle de la social-démocratie. C'est la crise de la démocratie. Bonne réponse, François Hollande. Je l'avais aussi, mais on ne peut pas jouer. Ah oui, mais c'est bien ça. C'est bien. Comme ça, la défaite est indivise. Non. Allez, Baptiste, attention. C'est à vous. Depuis 15 jours, M. Ciotti répète mot pour mot ce que je dis dans toutes les émissions de télé. Baptiste? Ça peut être Sarkozy, ça, non? Non. Marine Le Pen. Bonne réponse, Bardella. Bonne réponse de Philippe Bilger. Jordan Bardella. Vous jouez comme vous vouliez, Michael Sadoun. Qui c'est qui l'a dit au sujet des déclarations de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine? Ce sont des déclarations incompréhensibles. Je ne les comprends pas. C'est pas Juppé? Non. Oh, vous pouvez pas répondre. Mais c'est pas lui.
Baptiste. Si, mais je vois très bien qui c'est. C'est pas Catherine, c'est pas la ministre Catherine Colonna. Si, bonne réponse de Baptiste. Baptiste, Bravo. qu'il est fort. Catherine Colonna. Ah, je vais pas trouver Colonna. Baptiste, vous allez passer au contrôle antidopage. Je crois que ça s'impose. Patrick Pogba. Non, mais Baptiste Pogba. Oui. Au contrôle, s'il vous plaît. Non, bravo, Baptiste, c'est génial. Bravo. Il est trop fort. Allez, les amis. Il est très fort. Il est de gauche, donc c'est très bien. Baptiste, vous restez avec nous dans une petite dizaine de minutes. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe, on parle de quoi avec vous? Philippe Bilger. Françoise de Gaulle, on parle de quoi avec vous? Du Maroc et de l'incroyable solidarité des Marocains, ça m'a touché entre eux. Ouais. Philippe Bilger. La culture fait partie de l'actualité. Et Michael On va parler de l'Allemagne qui est en train de devenir le nouvel homme malade de l'Europe. Et dans un instant, juste après la pause, le Top Click avec Félix Mathieu. À tout de suite. Et pour nous accompagner, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise de Gaulle, éditorialiste Sud Radio et LCI, et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, et notre Baptiste de Boulogne-Billancourt, qui est notre vraie voix. Et vous, au 0826 300 300. Un petit point sur nos questions du jour, Philippe, avec nos débats. Nos débats, déjà notre coup de projecteur à 18h37. Gabriel Attal est-il le nouvel homme fort de la majorité? Oui, il monte sur le podium des personnalités politiques préférées des Français. On avait le droit de le dire à 18h, il est 18h08, en gagnant 8 points de popularité. Eh bien pour vous, il n'est pas le nouvel homme fort de la majorité pour 84%. Et vous voulez appeler, c'est le 0826 300 300, bien évidemment. Et tout de suite, le Top Click, et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et des propos de Bruno Retailleau sur la colonisation provoquent un certain émoi depuis ce matin, Félix. Les heures noires, mais aussi les belles heures de la colonisation, selon l'expression employée par le président du groupe LR du Sénat, invité politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio ce matin. Alors pour vous résumer, tout est parti d'une question sur le silence du roi du Maroc face aux propositions d'aide française suite au terrible séisme qui a endeuillé le pays. De là, Bruno Retailleau, on est venu au recul de la France dans beaucoup de pays du continent africain, un échec de la politique étrangère d'Emmanuel Macron selon Bruno Retailleau, et il attribue donc cette perte d'influence française à une soi-disant repentance quant à la colonisation. Quand je me rends en Afrique, souvent on me dit qu'ils attendent une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte, et dans la culture africaine, qui assume le temps de la colonisation, mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. La colonisation, monsieur Retailleau, c'est surtout à base de mains coupées, lui répond Clarence, une militante LFI, photo à l'appui. Parmi les réactions courroucées, celle aussi par exemple du député écologiste Aurélien Taché. Honte à vous, Bruno Retailleau, c'est l'héritage colonial, son lot de crimes et notre prédation économique qui est en train de vider l'Afrique de ses ressources et qui provoque la colère populaire. Ces déclarations, dit Aurélien Taché, font le nid de l'anti-France et le bonheur de l'impérialisme russe. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Bruno Retailleau, et j'aurais aimé que le président, lorsqu'il est allé pour la première fois en Algérie, ait cette capacité de plénitude en disant il y a eu des heures sombres dans la colonisation, mais qu'il ait eu le courage devant les Algériens de dire qu'il n'y a pas eu ça. Françoise de Gaulle. Je suis absolument en désaccord total avec Bruno Retailleau. Je ne sais pas quel pays africain il a visité et qu'il a été voir. J'en ai fait pour ma part un certain nombre, notamment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Le sentiment, je partage que dit Aurélien Taché. La réalité, bien sûr, il y a de la rancœur, mais c'est pas parce que la colonisation d'antan, c'est la prédation économique. Parce que, voilà, les pays africains ne veulent plus se voir saigner par les grandes compagnies, et notamment les grandes compagnies françaises. Donc, comment est-ce qu'on peut réécrire l'histoire? Je veux bien qu'il y ait une colonisation heureuse pour une partie de l'électorat français. La réalité, c'est que nous avons des peuples qui veulent désormais se dresser, quelle que soit la façon dont ils le font, maladroitement, et qu'il est temps que ça s'arrête, et la France serait bien inspirée de changer de comportement. Je vous assure que j'ai eu des discussions avec certains ambassadeurs dont je tairai le nom le soir au dîner dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. J'avais honte. Une fois, j'ai même quitté la table, la façon dont ces ambassadeurs parlaient des pays africains. Michael Sadoun. Non, mais moi je suis par nature en fait, parce que je suis souverainiste plutôt, je suis anticolonialiste profondément. Je considère que c'est une erreur que nous soyons allés en Afrique, et la France est allée en Afrique avant que
l'Europe expérimente des problèmes d'immigration. Donc de ce point de vue-là, je nous fais souvent le reproche d'être comme ça. Ceci dit, il faudrait quand même arrêter de battre notre coulpe sur le sujet. Je pense que nous avons fait notre travail de repentance, que nos historiens ont assez travaillé sur le sujet, que concernant la traite négrière, elle a été généralisée dans le monde entier, y compris dans le monde arabo-musulman et africain. C'est des historiens comme Tidiane Ndiaye qui en parlent beaucoup et je pense qu'on ne le traite pas assez. Rokhaya Diallo se plaignait qu'on ne parle pas assez de la traite négrière qui a eu lieu sur le continent américain et dans le monde occidental et blanc en général. Je ne suis absolument pas d'accord. Toutes les œuvres de fiction qui sont sorties dernièrement ont prouvé exactement le contraire. Donc maintenant, une posture simplement saine vis-à-vis des pays africains, de partenariat, que nous arrêtions de nous considérer comme des grands frères avec une posture de condescendance, comme si nous les avions fait entrer dans le bienfait absolu en leur apportant une certaine modernité technique qu'il faut quand même reconnaître. Voilà, les considérer comme des partenaires et plus comme des petits frères. Autre sujet, une commission américaine critique la décision française d'interdire l'abaya dans les établissements scolaires. Oui, il s'agit de la commission américaine sur la liberté religieuse internationale, un organisme gouvernemental consultatif mandaté par le Congrès des États-Unis. Dans un communiqué, le président de cette instance parle, je cite, d'un effort mal avisé pour promouvoir la valeur française de laïcité. La communauté internationale, dit-il, doit continuer à s'élever contre les lois qui menacent la liberté religieuse en France ainsi que dans d'autres pays d'Europe. Et je n'en peux plus de ces leçons par les Américains. De quoi se mêlent-ils les Américains en se permettant de dire que l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires, tout à la fois, je cite, empiète sur les libertés religieuses, est une mesure d'intimidation, visant les musulmans de France et juge condamnable de restreindre la pratique pacifique des croyances religieuses des individus pour promouvoir la laïcité. Alors que les Américains balayent un peu devant leur porte, qu'ils regardent chez eux, c'est quand même eux qui ont mis les Indiens dans des réserves depuis des années, et on peut dire que leur police tue beaucoup plus que la police française, en particulier les Noirs. Alors, messieurs les Américains, je vous laisse votre In God We Trust, parce que de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est In Laïcité We Trust. Vous êtes d'accord, Mickaël Sadoun ? Je suis entièrement d'accord. Alors là, les États-Unis, qui sont probablement un des pays les plus racistes du monde, n'ont aucune leçon à donner à la France, qui au contraire s'est illustrée dans son histoire par un modèle unique d'universalisme. Je vous rappelle que la République, le régime républicain en France n'a jamais pratiqué à proprement l'esclavagisme, puisqu'il l'a chaque fois aboli à chaque fois qu'il est revenu au pouvoir, et que pendant la Première Guerre mondiale, les soldats noirs américains ont voulu rester en France parce qu'ils trouvaient ici un pays de liberté et d'émancipation. Donc, je rappelle, pas simplement les soldats, Miles Davis, notre immense trompettiste, qui se sentait heureux qu'à Saint-Germain-des-Prés parce qu'il ne respirait pas aux États-Unis. Là où je vous accorde ce que vous dites, bien sûr, aucune leçon à donner de la part des Américains, mais ça veut dire aussi que notre travail à nous, pédagogique de Français, il doit continuer sur qu'est-ce que la laïcité à la française. Il faut que nous expliquions inlassablement. Vous savez, quand il y a eu Charlie, les copains journalistes en Grande-Bretagne disaient on comprend pas trop. Bien sûr qu'il y a cette ambiguïté au regard des autres. Ça veut pas dire qu'on doit avoir raison contre le reste du monde, mais ça veut dire que nous devons l'expliciter. Nous devons expliquer que signifie la laïcité à la française. Philippe Bilger, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je n'ai rien de plus à dire. Non, mais c'est un modèle magnifique. Dans la police américaine, il y a beaucoup de noirs. C'est une chose qu'on oublie de dire. Oui, c'est vrai. Mais ça ne change rien d'ailleurs aux morts injustes et scandaleuses. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Mickaël Sadoun, on parle de quoi ? L'Allemagne, l'homme malade de l'Europe. Françoise Degois ? Le Maroc, la solidarité incroyable des Marocains. Entre la culture, c'est l'actualité. Absolument. Allez, 0826 300 300, vous avez le droit de réagir. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on vous souhaite la bienvenue. Françoise Degois aujourd'hui est avec nous. Philippe Bilger est avec nous. Mickaël Sadoun, notre consultant, est avec nous aussi. Et vous, 0826 300 300. N'hésitez pas, bien entendu. On peut dire aux gens ce qui se passe. C'est-à-dire que comme on n'a plus le droit de faire des blagues idiotes à l'antenne, et ça c'est une bonne décision, une bonne mesure, on les subit en coulisses en fait. C'est ça. Voilà. On subit Philippe David pendant la pub. Voilà. Donc redonnez-lui le droit, je vous en supplie, la direction, de refaire au moins une blague par émission. Au moins une. Mais il fait un peu limité, même durant les pauses. Absolument, je ne sais pas ce qu'il a. Ça va Philippe David ? Ah oui, ça va bien. Ah oui. Non mais ne l'envoyez pas. Il est rouge, justement. Il est capable de revenir dans de mauvaises positions. Allez, à tout de suite.
tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. C'est vrai que ça sent l'artiste. Hein. Philippe Bilger, parlez-nous de l'actualité, cette littérature. Vous aurez remarqué, chers amis, que en général, lorsqu'on propose un sujet d'actualité, on vous reproche de le choisir parfois de manière un peu déconnectée de l'actualité politique. Et je continue à penser, et je le démontre là, j'essaye de le démontrer en tout cas, que la culture, le fait de relire, comme je le fais en ce moment, Guy de Maupassant, le fait d'avoir vu une formidable pochade de Quentin Dupieux qui s'appelle Yannick, ça fait partie de la culture dans la mesure où ça nous irrite tous les jours. Et donc, voilà, j'ai terminé ce point de vue et j'espère qu'il convaincra nos excellents animateurs. Et surtout nos Je suis d'accord, la culture c'est absolument la vie et honte à tous les gouvernements. Non, il n'a pas dit ça, il a dit c'est l'actualité. Mais c'est même la vie, c'est-à-dire qu'on est coupé, on a les ailes coupées si on ne lit pas, on peut se cultiver de mille manières, même si vous n'avez pas envie de lire, et regardez quand même sur Internet, lisez au moins les jaquettes des livres, je vous assure que c'est ça. En même temps, vous dites la vie, une vie de Maupassant, c'est magnifique. Mais tout est magnifique, la rentrée littéraire est magnifique, je vous le dis, allez-y, Franco, jetez-vous sur tout, il n'y a pas un mauvais roman en cette rentrée littéraire, mais il a raison et honte à tous les gouvernements qui en ont fait un accessoire. Le dernier grand président, c'est François Mitterrand, avec un grand ministre de la Culture dont on pense ce qu'on veut, mais c'est Jack Lang, et depuis, tout ça a été laissé complètement à jachère, que ce soit Bachelot, je ne parle même pas de Fleur Pellerin, Roselyne Bachelot, tous les gens qui se sont succédés ont été nuls et non avenus, alors que je suis sûr qu'on fait respirer un peuple, on le refait espérer grâce à la culture. La preuve c'est que quand vous demandez le nom du ministre de la culture, tout le monde répond Jack Lang. Il y a eu Michel qui n'était pas mauvais. Oui. Non, mais je suis d'accord. Alors je pourrais parler évidemment de la politisation outrancière parfois qui a été faite de la culture et ce qui a dégoûté pas mal de gens en fait, parfois du monde du cinéma, du monde du théâtre, quand on a vu les cérémonies des Césars, des Molières, etc. Ça compte quand même et les gens le savent. Je pourrais aussi parler d'une certaine dégradation de la culture qui a eu lieu à l'ère digitale et aujourd'hui, je pense que les gens de ma génération et de celle d'en dessous ne touchent pas beaucoup un livre dans leur vie. Simplement, je vais m'en limiter à cette phrase d'Albert Camus que j'aime beaucoup. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Je pense que tout le monde devrait s'en inspirer. Oui, mais c'est joli. Oui, mais peut-être. Alors, on n'a rien compris avec Philippe David, mais on a tendance à dire que cette génération ne lit pas, mais elle se cultive autrement. Elle ne lit pas. Mais elle fait autre chose. Elle se cultive différemment. La culture change, elle change de visage. On peut aimer Balzac, Maupassant, mais on peut aussi aimer l'art contemporain et la création visuelle ou vidéastique. Voilà, c'est la culture, elle évolue. Et l'actualité nous rattrape forcément avec vous, Françoise de Gois, sur votre tour de l'actu, puisqu'on va parler des Marocains. Du Maroc, je suis sidérée. Alors, ce qui rend beau les drames comme les séismes et les catastrophes naturelles, c'est toujours la solidarité humaine et ce qui nous fait toujours penser que l'être humain a ça aussi en lui, cette bonté, cette volonté d'aider. C'est tout à fait inné, ça fait partie. Moi, je suis rousseauiste, je crois que l'homme est bon par nature. Mais au Maroc, ça prend une intensité que je n'ai jamais vue. Est-ce que vous avez vu ces voitures remplies de tout, ces camionnettes remplies de tout, qui arrivent de l'ensemble du pays, qui convergent vers les lieux du séisme, alors avec des couvertures, tout le monde vient donner son sang sans discontinuer. Il y a quelque chose là chez les Marocains qui me bouleverse littéralement plus peut-être qu'ailleurs. Bien sûr, la solidarité humaine existe, mais je me souviens des Japonais pendant Fukushima, c'était incroyable avec l'empereur qui ouvrait ses temples. Bon, ça c'était rarissime, ça s'était jamais vu. Je me souviens des Italiens avec Amatrice en 2016 avec le tremblement de terre. Mais là, il y a quelque chose que les autres n'ont pas et que nous montrent les Marocains et qui dépasse largement les brouilles diplomatiques. Avec la dernière version qui nous est servie par le Quai d'Orsay, vous savez, c'est mieux que les équipes françaises soient pas là parce que les Marocains n'ont pas de process antisismique, donc on gênerait plutôt qu'autre chose. Écoutez-moi, les bras m'en tombent. Les Espagnols sont là depuis dimanche. Ils sont très forts sur les séismes.
nationalisme, et ils sont là. On passera sur le Maroc. Je voulais dire bravo les Marocains, bravo ce peuple marocain. Philippe Bilger. Le peuple marocain est formidable, mais là où je ne partage pas votre sentiment, mais ça nous amène, je ne suis pas du tout rousseauiste. Il est extraordinaire de voir à quel point la solidarité s'exprime quand les gens et les pays sont dans la mouise. Naturellement, on ne viendrait pas à leur secours. Ils ne le demandent pas d'ailleurs. Mais regardez dans la vie à quel point on aime obscurément les gens qui sont dans la mouise parce qu'on va pouvoir leur rendre service. Ouais. Michael Sadoun, vous êtes d'accord avec ça? C'est une vision. Alors moi je suis pas rousseauiste, je ne suis pas rousseauiste non plus. Le peuple marocain fait évidemment preuve d'une grande solidarité. On parle beaucoup de fraternité, mais je pense que eux l'appliquent sans l'avoir nécessairement dans leur devise. Mais cette fraternité, elle s'exprime, je dirais, dans un cadre social qui est celui de la nation, d'une nation qui est fière d'elle, qui reconnaît dans chaque habitant du Maroc, dans chaque Marocain, un frère, et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle s'exprime, cette solidarité. Évidemment, il y a une solidarité naturellement humaine qui s'exprime, mais je pense qu'en plus, ici, il y a une dimension nationale, et on a bien vu toute cette polémique, que je trouve un peu ridicule, mais entre Mohamed VI et Emmanuel Macron, rajoute une trame politique derrière ça, et on voit que même dans ce moment-là, il y a un sentiment de fierté nationale, et qu'ils n'oublient pas quelque part leurs intérêts et leur identité. Trame politique ou drame politique, parce qu'on est. Je pense que on est au niveau du drame, oui. Intéressant ce qui se passe sur le plan politique. Michael Sadoun, dans quelques instants, votre tour de table de l'actu. On reviendra sur l'Allemagne qui est en train de devenir l'homme malade de l'Europe. Ça nous change. Encore un de nos frères qui s'émancipe. Plutôt frère. C'est ce que j'ai dit. Allez, Qui s'occupe plutôt que nous occuper. Allez, à tout de suite, on en parle dans un instant, on fait une petite pause. Merci de votre fidélité aux Vraies Voix, tous les jours du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec nos Vraies Voix du jour, avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Dans quelques instants, aux alentours de 18h40, on reviendra sur cette enquête réalisée par IFOP Fiducial pour Sud Radio sur les mesures annoncées par Gabriel Attal qui finalement trouve écho auprès de certains Français. On en parlera bien entendu dans quelques instants. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de Aude au 0826 300 300. Et puis on poursuit le tour de table de l'actu avec vous, Michael Sadoun, sur cette Allemagne qui visiblement, avec cette question, est-elle vraiment l'homme malade de l'Europe? Eh ben oui, c'est un titre que personne ne se dispute, mais chacun en Europe l'a porté successivement. Ça a été le Portugal, la Grèce, l'Espagne, le Royaume-Uni, il y a pas longtemps, l'Italie et parfois même nous. Et c'est maintenant l'Allemagne qui, selon les économistes, est l'homme malade de l'Europe. Alors, quels sont les signes de ça? D'abord, c'est une récession qui s'annonce de moins 0,5%. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup par rapport à ce que l'Allemagne a l'habitude de faire. Une production industrielle qui est en chute, alors qu'on sait que le cœur de l'économie en Allemagne, c'est plutôt l'industrie. Les raisons de cela, quelles sont-elles? C'est le fait qu'en fait, les piliers de la puissance allemande se sont effondrés récemment. L'énergie russe, qui aujourd'hui est plus cher, je crois qu'on le sait tous aujourd'hui. 2, le marché chinois, qui s'est rétracté depuis le Covid et qui a du mal à se rouvrir. D'ailleurs, maintenant, la production chinoise prend de plus en plus d'importance dans la consommation intérieure chinoise, donc c'est mauvais pour l'Allemagne. La troisième chose, c'est évidemment le parapluie militaire américain. Malgré le retour de l'OTAN avec la guerre en Ukraine, on voit que les soubresauts de la politique américaine laissent peser un doute quand même sur la protection qu'ils peuvent nous offrir à long terme. Et d'ailleurs, on voit l'Allemagne commencer à investir dans ses forces armées pour bénéficier à long terme d'une autonomie stratégique. Alors, est-ce que ça suffit à faire de l'Allemagne l'homme malade de l'Europe? Personnellement, je ne crois pas. Je pense que l'Allemagne a encore des fondamentaux, notamment économiques, qui sont extrêmement solides, une balance commerciale qui est très excédentaire, un déficit qui est bien moindre que le nôtre et un chômage à 3%, là où nous sommes encore à 7%. Donc, évidemment, l'Allemagne va moins bien aujourd'hui. C'est une opportunité pour la France de reprendre un petit peu le lead en Europe. Ça ne lui ferait pas de mal quand même. Oui. Mais pour ça, la France doit se focaliser quand même sur ses solutions. Elles sont différentes de celles que l'Allemagne doit appliquer. Les solutions pour la France, c'est quand même encore diminuer la dépense publique, mieux allouer, j'ai envie de dire, les forces de l'État pour retrouver une efficacité dans la santé, dans l'éducation et ailleurs. Et peut-être qu'à long terme, on sera capable de reprendre le lead. Françoise Degois. Moi, je suis très intéressée par les cycles en réalité. Et voilà, nous rentrons dans un cycle pendant 20 ans, 30 ans. On s'est dit l'Allemagne est absolument indéboulonnable. Tout ce que nous faisons, les Allemands le font en mieux.
Hein, c'était toujours en mieux, et c'était vrai. Le Et fameux c'était modèle vrai. allemand. Sauf probablement en termes de poids politique, de puissance politique, d'influence politique. L'Allemagne avait substitué son manque d'influence politique lié à son histoire particulièrement douloureuse et atroce de la Seconde Guerre mondiale par la puissance industrielle. Et donc nous avons des cycles. Moi je dirais, je ne suis pas comme vous et je ne suis pas une économiste libérale, mon cher ami. Je crois aussi que non, c'est vrai, vous êtes plutôt souverainiste. Mais je dirais quand même qu'il y a aussi un appauvrissement de la société allemande. Je pense que les lois épouvantables de ce socialiste traître, parce que je peux l'appeler ainsi, qu'on appelle Gerhard Schröder, créent aussi de l'appauvrissement. Il y a un appauvrissement, mais il y a un appauvrissement du pays quand vous mettez la retraite également trop haut, et c'est ce que nous disent les Suédois. Eh bien, les gens préfèrent partir avant parce qu'ils peuvent plus travailler et ils s'appauvrissent. Donc, mais je suis intéressé par les cycles. Il faut que nous acceptions que nous passons par des cycles. Aujourd'hui, l'OCDE se rebiffe sur ce cycle qui est en train de naître des fameuses BRICS. Tous ces pays en voie de développement qui se développent et qui... Pas en voie de développement, les pays carrément émergents, développés, même plus que développés mais non, certains. mais le dragon, la Chine est même aujourd'hui le premier producteur au monde. Oui, je mais pense. le Brésil est encore... Mais en tout cas, c'est un géant. Eh bien, tous ces pays disent non à la domination occidentale. Voilà, nous sommes dans des cycles, il faut l'accepter et travailler en partenariat. Voilà. Les cycles dont vous parlez, François, c'est pas Bogadjar. Non, mais vous n'êtes pas d'accord sur les cycles, sur l'idée qu'il faut accepter les cycles, que nous ne sommes plus dans une domination occidentale. Je ne connais pas assez cela, ma chère Françoise, pour vous contredire. Mais vous êtes d'accord que nous sommes dans les cycles? Je crois. Mais des économistes en ont parlé. Bien sûr. J'avais entendu parler à une époque de cette phrase que je mentionnais: l'Allemagne se plaignait d'être un nain politique alors qu'elle était un géant économique. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a progressé sur le plan politique, mais qu'elle n'est plus un géant économique aujourd'hui, à votre avis? J'ai l'impression quand même que la repentance qui découle de la Seconde Guerre mondiale est en train de prendre fin et que justement elle se rebiffe, en tout cas militairement, ce qui annonce quand même un regain de puissance diplomatique. À mon avis, l'Allemagne comprend qu'on est en train de changer de cycle, et Françoise a totalement raison de le dire. On est en train de sortir d'une période qui a considéré que l'économie était au centre de tout pour rentrer dans une période où c'est comme ça, malheureusement, la guerre revient, la violence revient, et donc le politique reprend de la place. Et je pense que l'Allemagne le voit et qu'elle a envie de se doter de cette puissance qu'elle n'avait pas jusque-là. 5 secondes, François Debré. Mon sentiment est que non, l'Allemagne n'a pas compensé sa faiblesse politique. L'Allemagne est faible politiquement. Son chancelier n'a pas la marque de Angela Merkel. Et en plus de ça, elle n'a pas de siège au Conseil de sécurité. Donc, vous savez, c'est assez compliqué. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette enquête réalisée par IFOP Fiducial pour Sud Radio sur Gabriel Attal. Notre invité François Cros est avec nous, directeur d'études opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Petite question avant notre débat dans quelques instants. Est-ce que la fermeté de Gabriel Attal sur ces sujets qui divisent est payante? En tout cas, dans notre baromètre, elle l'est, puisqu'il progresse de 8 points. Il devient le deuxième homme politique le plus populaire de France, et donc c'est rare de voir un ministre de l'Éducation nationale réussir sa rentrée à ce point-là. Eh ben on essaiera de comprendre pourquoi dans quelques instants. 0826 300 300, n'hésitez pas. On vous invite jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise de Gois et Mickaël Saldoun, et bien sûr avec Philippe David. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est dernière ligne droite avec les vraies voix, avec un sujet important, avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise de Gois. Important comme vous y allez. Éditorialiste Sud Radio et LCI. C'est important pour certains Français, vous allez voir. Et Mickaël Saldoun, chroniqueur et consultant. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc les mesures présentées par Gabriel Attal pour la rentrée scolaire ont dû plaire certains Français. D'après la dernière enquête menée par l'IFOP pour Sud Radio, IFOP Fiducial pour Sud Radio, 48% des sondés ont une opinion favorable du ministre de l'Éducation nationale. François Cros est avec nous, directeur d'études opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Alors, comme d'habitude, quand on a forcément en tout cas ou une balise ou une enquête, est-ce que vous pouvez nous expliquer la position de Gabriel Attal qui visiblement a fait un bond en avant? Oui, comme dirait le président Mao. La plus forte progression du baromètre,
de la rentrée, c'est pas étonnant puisque c'est quand même lui qui, avec son annonce sur l'interdiction des abayas et des camis, a marqué quand même l'entrée du gouvernement. Et puis il avait aussi fait une annonce, notamment sur le harcèlement scolaire, qui est une cause qui lui est chère, qui avait aussi marqué les esprits. Le reste a globalement moins imprimé, mais ça se traduit par un bond assez exceptionnel de popularité pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui devient la deuxième personnalité la plus populaire derrière Édouard Philippe, qui, comme vous le savez, est toujours celui qui est le plus populaire, mais qui est, comme vous le savez, une personnalité certes de la majorité présidentielle, mais qui est quand même en retrait par rapport à ceux qui sont au gouvernement et donc plus soumis à toute une vague de critiques de la part des Français. Mais un des problèmes pour Gabriel Attal, c'est que voilà, il y a toujours le risque que, en fait, voilà, l'abaya cache un peu la forêt d'une politique éducative qui est globalement plutôt critiquée par les Français pour tout un ensemble d'insuffisances, et notamment sur la gestion du bac et de la réforme Blanquer qui a été quelque peu révisée lors de cette rentrée. Et puis cette popularité, elle est extrêmement clivante, puisqu'au fait, il gagne surtout chez les seniors, dans les catégories populaires. Il double sa cote de popularité chez les sympathisants d'extrême droite, au RN par exemple. Alors, c'est bien pour une personnalité qui vient du centre, qui est généralement très populaire chez les cadres, chez les personnes aisées, les grandes villes, etc. Mais faut quand même se... Allô ? Allô, oui, on vous écoute très bien, on vous entend très bien. Oui, excusez-moi, François. Je croyais qu'on avait été coupé. Non, pas du tout. On vous écoute religieusement, j'ai envie de dire. Il faut quand même relativiser ce genre d'explosion de popularité, puisque souvent, avec le temps, les autres clivages plus sociaux, plus lourds, recouvrent cette réalité. Voilà. Les vraies voix veulent échanger avec vous, Philippe Bilger. François, je ne suis pas étonné par le succès de Gabriel Attal, puisqu'il a heureusement succédé à quelqu'un qui n'avait pas brillé. Mais une fois qu'on a dit ça, malgré l'échec de sa promesse sur l'enseignant dans chaque classe, est-ce que c'est presque une question technique que j'aimerais vous poser? Comment parvient-on à distinguer l'inévitable visibilité d'un ministre qui est partout de l'adhésion presque politique à ce qu'il accomplit? Comment parvient-on à distinguer dans ces suffrages ceux qui relèvent d'une implacable visibilité ou bien d'une adhésion profonde à son projet? Voilà, je crois que c'est surtout lié parce que le projet de Gabriel Attal en matière d'éducation, il est encore trop neuf, il n'est pas assez identifié par les Français. Je veux dire que là, la mesure qu'il a annoncée, elle est soutenue par 81% des Français, elle est aussi massivement soutenue par les électeurs de gauche, 79% des sympathisants LV, 58% des sympathisants LFI. En gros, quand on met en place une mesure aussi consensuelle, on en bénéficie au moins à court terme. Après, l'enjeu, c'est de réussir à transformer cet essai et à aller au-delà de la question des atteintes à la laïcité, puisque les attentes des Français sont beaucoup plus larges. Ouais, François, c'est intéressant. Est-ce que je peux me substituer à vous, mon cher François, et répondre à mon cher Bilger Philippe? Comment on fait la différence? Et quand on rentre dans les intentions de vote, il ne faut pas confondre, vous serez d'accord, il ne faut pas confondre la popularité et les intentions de vote. Parce que vous voyez, François Hollande, qui n'a pas pu se représenter, il est en hausse de 4%, et il est évident qu'il ne pourra jamais se représenter. Imaginez François Hollande se présentant. Moi, je suis très gêné par ce nouveau produit qu'on nous vend, Gabriel Attal. Il connaît très bien le fonctionnement médiatique, donc il a fait avec l'abaya ce qu'il devait faire, son bon coup de rentrée. Je crois, moi, que c'est tout à fait un feu de paille, absolument, parce que on a le même à l'Élysée, alors beaucoup plus talentueux. Moi, je dis, c'est une grosse vanne, mais je la pense vraiment. Je pense que Gabriel Attal, il a beaucoup de défauts d'Emmanuel Macron, une grande arrogance, il est assez coupé du terrain, et sans avoir les qualités. Donc, pour moi, c'est tout à fait éphémère. Il n'a pas le même âge non plus. Mais il est pas loin. Il
n'est pas loin, il a 34 ans, il n'est pas si loin. Imaginez pas en plus qu'Emmanuel Macron va laisser quelqu'un lui succéder qui sera encore plus jeune que lui dans l'histoire de France. Alors on va arriver le type, il sera président à 21 ans, ou la nana. J'ai juste une question, je termine vite, François. Je constate que les politiques font une très bonne rentrée. Je vois plus 5 pour Olivier Faure, j'en reviens pas. Je vois Anne Hidalgo en hausse. Je vois à droite Laurent Wauquiez. C'est un baromètre très positif en fait, à part pour Zemmour et Marine Le Pen qui sont en baisse. Alors c'est surtout en fait les membres de la majorité présidentielle et de la Macronie qui progressent puisqu'ils étaient complètement plombés par la séquence des retraites. Vous voyez ? Donc avec la séquence des retraites, il y a vraiment eu un effondrement assez général. Après, la gauche, et notamment la gauche radicale, a pâti de la séquence des émeutes. On l'a vu notamment chez les personnalités de type LFI. Et alors, deux mois plus tard, après les vacances, tout le monde remonte. Mais parmi ceux-là, il y a quand même des personnalités comme Attal qui ressortent du lot. Mais vous avez raison. Mais on est sur des grosses progressions. On a du plus 5, plus 8. Mais François Cros, il y a aussi Olivier Véran qui passe de la 10e place à la 5e, ce qui est une progression aussi énorme. Après, il est devenu porte-parole du gouvernement. Donc, grande visibilité. Il n'est plus associé uniquement aux questions de santé. Et fait partie des rares figures de la Macronie qui impriment dans l'espace médiatique et public. Je suis assez intéressé de voir, pardonnez-moi, juste aussi sur la droite, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à Jules, quand même les personnalités de droite réapparaissent quand même dans ce classement. Je vois Laurent Wauquiez, je vois Gérard Larcher, je vois Christian Estrosi. C'est quand même, ils sont pas très hauts, mais quand même ils sont pas aussi enfoncés qu'on veut bien le dire en réalité, non ? À part Bruno Retailleau, globalement, les augmentations sont plutôt faibles. On est du plus 1, plus 2, voire plus 5 pour Retailleau. Plus 5 pour Retailleau. Globalement, la droite, c'est pas tellement là où ça se passe. Elle avait bénéficié quand même d'une sorte de regain favorable aux forces de l'ordre, aux partis de l'ordre lors des émeutes. On avait vu dans nos intentions de vote que les listes LR, par exemple, aux européennes, progressaient de manière sensible. Désormais, je suis pas très sûr qu'elle profite actuellement des enjeux liés à la rentrée. Peut-être qu'avec le débat sur l'immigration, ils vont plus profiter des choses. Ce qui est incroyable, c'est Édouard Philippe qu'on entend nulle part. Oui, mais quand il fait une intervention médiatique, elle est assez réussie quand même. Non, moi, ce que je voulais savoir, ce que je voulais demander, c'est est-ce que la popularité de Gabriel Attal baisse à gauche quand il implémente des mesures qui sont plutôt connotées à droite, comme l'interdiction de la baya récemment ? Non. Alors, il faut savoir qu'à gauche, les sympathisants de gauche étaient aussi très favorables, comme je vous l'ai expliqué, à la baya, mais pour eux, ce n'était pas l'enjeu prioritaire de cette rentrée. Donc, globalement, il explose Attal à la droite de la droite et à droite. Il fait plus 35 points chez les électeurs Le Pen ou Zemmour, plus 25 points chez les électeurs Pécresse. Et il est stable ou il baisse légèrement à gauche. Notamment chez les sympathisants ELV qui sont souvent quand même parmi les moins sensibles aux enjeux identitaires ou de laïcité. En gros, il se déporte à droite de manière très sensible, ce qui peut toujours être intéressant, mais c'est rare que dans une perspective vraiment électorale, donc comme le disait très bien tout à l'heure, il y a une différence entre une cote de popularité et une intention de vote, et souvent ces gens-là, ils préfèrent l'original à la copie. Vous pensez que Gabriel Attal, c'est un fécu de paille, ou vous pensez que c'est le nouvel homme fort de la majorité, appelé au 0826 300 300 ? Avec Baptiste qui est avec nous, de Boulogne-Billancourt. Baptiste, une réaction de ce bond en avant ? Ça m'inspire deux choses, ce débat. La première chose, c'est que je pense que Gabriel Attal est surtout l'homme qui a été choisi par Emmanuel Macron pour aller enquiquiner Édouard Philippe. Voilà, ça c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est que il faut saluer le talent quand on le voit. Être capable de traverser la séquence de la rentrée des classes sans qu'on s'attarde sur le nombre de profs qui manquent, le nombre d'élèves par classe, la façon dont les programmes partent à volo, pour ne parler que d'une robe, je trouve que c'est vraiment du beau boulot. Voilà, donc c'est du beau boulot pour rhabiller la com du gouvernement, mais c'est du beau boulot quand même. C'est un responsable de communication qui vous parle. Moi, j'entends ce que vous dites, Gabriel, mais je pense que... C'est pas Gabriel, c'est Baptiste. C'est pas Gabriel Attal au téléphone. Non, j'entends ce que vous dites. Moi, je pense que tout ça, c'est très précisément ce qui est en train de nous tuer. Et ça nous tue, c'est pas moral ce que je dis, ça nous tue réellement dans les urnes, parce que je crois que les Français voient tout, ils voient toutes les ficelles, ils voient les ficelles d'Attal, comme
ils voient d'ailleurs les ficelles de la gauche, etc. Ils sont de plus en plus, bien sûr, ils sont de plus en plus lucides sur tout cela. Et je pense que la folie de communication dans laquelle nous sommes rentrés avec Nicolas Sarkozy, parce que les enfants de la télé, parce que 2007, c'est la première campagne des chaînes info, en réalité. Ça marque une césure sociologique et médiatique. Je pense que véritablement, il peut gagner une bataille, mais nous sommes en train de perdre la guerre démocratique avec ces bêtises. François Cros, une question. Dans le top 5, à part Nicolas Sarkozy, qui n'a plus d'ambition présidentielle, théoriquement, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Olivier Véran, est-ce qu'on ne va pas inéluctablement vers une guerre pour 2027 ? Alors c'est sûr que voilà, les personnalités de la majorité présidentielle se bousculent pour l'instant en haut du classement de popularité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un gouvernement qui est très impopulaire, un président qui est quand même très impopulaire, mais les personnalités les plus appréciées des Français, ça reste quand même des personnalités de la majorité présidentielle. Notamment celles qui sont les plus en retrait, comme Édouard Philippe, qui est surtout joue sur le capital de sympathie et du succès qu'il avait eu dans la gestion du premier Covid, on s'en souvient tous en 2020. Quant aux autres, c'est quand même plutôt des personnalités. Aujourd'hui, on a Le Maire, Attal, Véran, Darmanin. Bon, ça manque un petit peu de personnalités macronistes issues des rangs de la gauche, même si Attal, on va dire, est bien, on le sait très bien, il a fait 10 ans au Parti Socialiste, il est plutôt proche des Strauss-Kahniens, mais aujourd'hui, dans l'opinion, c'est l'homme de la Baïa. Donc, il est quand même là aussi populaire parce qu'il est sur des positions qui sont marquées à droite. Ça manque de femmes, hein, François, à part Rachida Dati, qui baisse un peu, mais qui est toujours là parce que c'est quand même une personnalité. Maintenant, je pense qu'il fait complètement partie de la vie des Français en réalité. Et Elisabeth Borne, Philippe Bilger. François, je suis très intéressé par le score tout à fait valable de Fabien Roussel, qui, si je vois bien, est le premier homme de gauche dans le classement. Non, ça, il y a François Hollande avant, mon ami. Oui, mais je parlais de la gauche. non, et puis de la gauche en activité. Ma chère, moi, j'aime beaucoup chez François Hollande le fait qu'il se soit vu reprocher de n'être pas socialiste. Vous aimez chez François Hollande son humour, comme sérieusement, François, est-ce que Fabien Roussel, là encore, est-ce que ça révèle une adhésion au programme d'un parti communiste d'aujourd'hui, ou bien c'est la personnalité avec les traits qui ont beaucoup plu aux Français chez Fabien Roussel? C'est la même chose que chez Attal. Moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il avait commencé comme un petit peu quelqu'un de clivant, incarné au fait par rapport à la France insoumise, qui est très forte dans les quartiers, chez les personnes d'origine migrée, chez les personnes qui ont un certain capital socio-culturel dans les grandes métropoles. Il incarnait la France de la périphérie, qui était plutôt sur des questions sociales plutôt que sociétales, sur des questions matérialistes comme le pouvoir d'achat, et qui était plutôt sur des questions, on va dire, de type régalienne, autoritaire. On l'a vu avec son soutien aux policiers, on l'a vu avec son soutien sur la Baïa, par exemple. Donc, il osait, au fait, être transgressif par rapport à tout un ensemble de présupposés de gauche auxquels, au fait, il osait taper un petit peu et se distinguer. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est quand même populaire à gauche. C'est-à-dire qu'un des problèmes qu'il avait pendant la campagne présidentielle, c'est qu'il était très populaire chez les sympathisants de droite, mais moins chez les sympathisants de gauche, ce qui explique pourquoi il a fait que 2%. Là aussi, il y a un risque, in fine, être à chaque fois en dissensus avec une partie de son camp, ça peut se traduire lors des élections par le fait qu'on n'ait pas forcément beaucoup de voix qui se rallient derrière lui. On sait comment ça finit, François Cros. François Cros, quand on regarde Yannick Jadot, par exemple, on ne sait même pas s'il est encore en politique, tellement il a disparu, alors qu'il y a des échéances européennes qui arrivent, qui est beaucoup plus haut que Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même omniprésent, même si Jean-Luc Mélenchon remonte de 4 points. C'est assez étonnant, non ? Alors, vous savez, depuis longtemps, on sait que c'est la stratégie de Pilan, mieux vaut être discret dans la sphère médiatique pour gagner en popularité. Donc, l'idée, c'est que, voilà, il fait quand même partie des grandes personnalités écologistes, même si sa situation en interne n'est jamais évidente. On le voit, il reste quand même plus populaire que, vous disiez que ça manquait de femmes. On a quand même Elisabeth Borne, on a Rachida Dati, très présente à Paris, et une des plus populaires, entre guillemets, aujourd'hui, c'est Sandrine Rousseau,
alors même qu'elle est ultra clivante, hein, Sandrine Rousseau. Donc voilà, le Mac Rousseau-Roussel à gauche, il incarne une gauche sociétale face une gauche sociale. La gauche des mais moi je pense que ce qui fait le succès. Je pense que ce qui fait le succès d'Attal vient de la même chose que ce qui fait le succès de Roussel, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont de gauche, donc ils plaisent à la gauche, mais en même temps ils agissent comme des hommes de droite, donc ils plaisent à la droite. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. À part sur la Baïa. Merci beaucoup François Cros, directeur d'études d'opinion et stratégie entreprise à l'IFOP. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir expliqué ce sondage. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Françoise Degois, merveilleuse. C'était un plaisir. Merci. Michael Sadoun, extraordinaire. Et dans un instant, pas non plus, vous êtes sublimes tous les deux. Ah voilà, on a le droit de nous faire des compliments. On s'arrête là, c'est magnifique, c'est super. Vous êtes sublimes, à part le type qui est à votre droite. Allez, c'est enregistré. Et dans un instant, on va parler emploi avec Jérôme Lavernier, avec nos invités. Vous pouvez bien entendu participer. 0826 300 300. Merci d'être avec nous.